à l'espace Le Scribe l'Harmattan, 21 bis rue des Écoles, en plein quartier latin. Lieu d'exposition, de tableaux, de sculptures, également lieu de conférences et de musique du monde, pour parler de cinéma, de théâtre, de spectacle, avec un comédien qui a disparu il y a une petite dizaine d'années, et dont nous recevons le petit-fils, José Ogab. Bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes donc le petit-fils d'un comédien qui a tourné énormément de films, beaucoup de théâtre, qui a plus d'une soixantaine d'années de carrière et qui s'appelle Bernard Lajarige. Alors pour les plus âgés de téléspectateurs, ils le reconnaîtront, ils mettront un visage à ce nom, et pour les autres, on va essayer d'évoquer pendant ce café donc la personnalité, le travail de votre grand-père Bernard Lajarige. Il faut préciser une chose, c'est que dans le cours de cette année, vous allez sortir ses mémoires, qui s'appelaient Trois petits tours, qu'il a écrit vers quelles années? Alors il l'a écrit sur plusieurs années en fait, puisque j'étais à l'époque adolescent, disons, et je le voyais donc rassembler tous ses cachets, tous ses tournages, toutes les informations qu'il avait, et de taper ça sur sa petite machine à écrire. Et en définitive, il a peut-être mis 4 à 5 années pour écrire ses mémoires. Ça s'appelle Trois petits tours. Trois petits tours. Donc ce sont les mémoires de votre grand-père, où il parle évidemment de son métier, de son amour pour Molière, de ses grandes rencontres, de cinéma. Enfin vraiment, c'est un portrait en même temps que de lui-même, un portrait du théâtre et du cinéma plus d'un demi-siècle. Alors, présentons d'abord votre grand-père. Donc, il est né en 1912, exactement à Saint-Mandé, et il a très vite eu la velléité d'être comédien, et il a suivi Léon Chancerelle, qui était le concepteur et le fondateur des Comédiens Routiers. Alors, il faudrait peut-être dire un petit mot, notamment pour nos plus jeunes téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément ces Comédiens Routiers qui ont un rôle important. C'est vrai. Donc, les Comédiens Routiers, en fait, c'est une nouvelle vague, disons, du théâtre français, à la suite de Jacques Copeau. Donc c'est en fait un des élèves de Jacques Copeau qui s'appelait Léon Chancerelle, et qui a monté des troupes libres qui traversaient la France en fait. C'est pourquoi on les appelle comédiens routiers, parce qu'ils faisaient les routes. Et alors ils installaient leur tréteau parfois en plein espace champêtre, au bord de la mer, et donc les gens de toute la France pouvaient les voir pour presque rien, installer leur tréteau et jouer des pièces. Donc c'était vraiment du minimalisme, c'était vraiment des pièces très simple, presque pas de décor. Et il a appris son métier de cette façon, par le biais du scoutisme. Parce que mon grand-père, en fait, était scout. Et non seulement l'esprit scoutisme, mais également l'esprit des comédiens routiers l'ont toujours marqué toute sa vie. Donc c'est très important pour comprendre finalement son parcours, de comprendre que c'est avant tout un comédien qui avait l'esprit, un idéal de scout. Ça. Alors, il faut dire que les comédiens routiers avaient pour mission de faire découvrir le théâtre aux gens qui, justement, n'allaient jamais au théâtre habituellement. Et ça avait une sorte de mission. Et votre grand-père, justement, était très porté. Très lié à ce moment. Donc, je crois qu'il est resté entre 1931 et 1935, 4 ans. Et ensuite, donc, il a débuté. Alors, ensuite, il s'est marié. Donc, avec ma grand-mère, Pauline de Lajarige, qui était en fait une fille de Lucien Simon, le fameux peintre. Pauline Simon. Donc le peintre Lucien Simon, dont la femme est également peintre, donc un très grand artiste qui expose encore au musée d'Orsay. Et donc il a rencontré cette famille Simon, qui est une famille d'artistes bourgeois, et lui-même a fait son chemin dans le cinéma, puisqu'il a commencé à faire les premiers films, Carré de Valais notamment, mais bien sûr des pièces de théâtre en grand nom qu'on va pouvoir citer au cours de cet entretien. Donc voilà, donc il a commencé sa carrière un petit peu difficilement, parce qu'en fait, si vous voulez, Léon Chancerelle essayait de faire travailler un peu bénévolement en fait les comédiens, donc il ne gagnait rien en travaillant avec les comédiens routiers, il apprenait simplement son métier. Et un beau jour, il s'est dit, il faut quand même que je gagne ma vie. Il vient de fonder une famille, donc c'était ma mère naissait. Impératif, donc voilà, il a commencé en fait à se lancer dans le théâtre. Alors il a commencé, je crois, au cinéma pendant l'occupation, dans les années 42-43, et il a fait beaucoup de films. Donc tout de suite, il a commencé. Et notamment parmi tous les films de cette période, il faut citer 2 films parce que le metteur en scène est extrêmement important dans l'histoire du cinéma français, qui est Robert Bresson. Il a joué dans Les Anges du péché
et Les Dames du Bois de Boulogne. Alors, ce sont deux films majeurs, notamment de l'occupation, mais aussi du cinéma français. Et donc, est-ce que vous pouvez dire un petit mot de son rapport à Bresson? Bah, écoutez, pour Bresson, je pense qu'il avait une apparition assez restreinte, donc il n'en parle pas beaucoup dans ses mémoires. Il m'a parlé particulièrement de Becker. Rendez-vous de juillet. Juste après la guerre, et de René Clair. Donc ça, c'était un petit peu le René Clair. Après, et il le décrit très bien dans ses mémoires, si bien que quand j'ai lu plusieurs livres sur René Clair, je me suis aperçu qu'il avait condensé ce que était l'homme René Clair dans ses mémoires. Il a très bien compris qui était cet homme, son énorme talent, et puis sa capacité à faire vivre un film, en fait. Si vous voyez Les Belles de Nuit, dans lequel il a joué avec Gérard Philippe, il joue un simple rôle de policier, mais il est tout le temps présent, il a toujours une présence. Il joue le rôle d'un policier soupçonneux. Soupçonneux, mais en même temps, il y a plein d'humour, il y a plein de bonté dans ce film. Il a un rôle un peu plus important dans Le Silence et d'or, qu'il a réalisé que René Clair a réalisé en 47 avec François Perrier, et évidemment Maurice Chevalier, qui avait qui est un hommage au cinéma muet, évidemment. Alors on a parlé de cinéma, mais le théâtre, c'est également pendant la guerre qu'il débute, et notamment en 43 où il va jouer 1000 fois. Avec François Perrier, qui démarrait également dans les années 40, les J3. Alors là, on a la chance que vous nous ayez amené des revues de l'époque, Paris Théâtre notamment, avec les couvertures d'époque, et notamment les J3, donc qui était donc une pièce extrêmement connue. Il y a eu 1000 représentations, qui était c'était la plus longue immense succès. Pièce des Bouffes parisiens. Oui, c'est ça, c'est au Bouffes parisiens, et ça a été repris ensuite par la suite. Perrier l'a repris. C'était un peu son rôle fétiche avec Bobos, d'ailleurs. D'ailleurs, Bobos, il a joué plus de 400 fois, je crois aussi, qui est une pièce aussi de boulevard, mais de boulevard de qualité, c'est-à-dire avec des personnages bien dessinés, des situations assez drôles. Il a joué ensuite en tournée à Rio. Il est allé à Rio, l'a joué parce que ça c'était mondialement connu. C'était une pièce qui avait beaucoup de succès. Alors, votre grand-père jouait beaucoup au cinéma, mais je crois qu'il avait une prédilection pour le théâtre et notamment pour Molière. Bien sûr. Ah bah Molière et Shakespeare, c'était ses grands maîtres. Puisque c'était pas un intellectuel, mon grand-père, c'était quelqu'un qui voulait absolument vivre ce qu'il ressentait. C'était quelqu'un qui avait un grand sens de la vérité, un grand sens de la rectitude, et c'est peut-être pour ça aussi que sa personnalité, en fait, on la connaît pas très bien, mais disons que c'était un homme révolté. C'est un homme révolté contre la bêtise, contre le mal, contre la méchanceté facile, et donc toute sa vie, il a lutté, que ce soit dans son milieu ou en dehors, contre les injustices, finalement. C'était un homme de cœur. Il faut savoir aussi qu'il est à l'origine des ascédiques du spectacle. Vous savez, on en parle beaucoup des intermittents du spectacle, mais c'est lui qui était à l'origine de ces fameuses aides, puisqu'on le voit avec, j'ai une photo de lui avec Belmondo, sortant d'une réunion des ascédiques du cinéma. Et c'était le début, c'était les premiers pas. Dans quelles années? Je saurais le dire, c'était peut-être dans les années 50-60, c'était dans ces années-là. Il a ensuite été trésorier à la mutuelle des artistes, donc il a beaucoup donné de temps pour les comédiens. Voilà. Alors, José Hoga, vous nous avez fait un joli cadeau, parce que vous nous avez amené des petits extraits de films personnels, et on va voir maintenant, pour un peu illustrer notre propos autour des J3, les coulisses des Bouffes parisiens en 1943 où 49, c'est la reprise, d'accord, où a été donc joué de très nombreuses fois, donc plus de 1000 fois, la pièce Les J3 avec François Perrier dans le rôle titre, enfin le rôle principal, et on va voir notamment des choses extrêmement émouvantes, parce que maintenant il n'existe plus, notamment un souffleur dans un plan. On va voir un souffleur comme ça, un métier qui a disparu, un métier du théâtre qui a disparu entre autres métiers, et on se retrouve tout de suite après pour parler de votre grand-père.